Timothy McGee était malfaisant, égocentrique, sociopathe. Sans remords, sans pitié et avec une cruauté extrême. C'était le chef du gang Toonerville, d'Atwater Village, une communauté au nord-est de Los Angeles. C'était un tueur psychopathe de haut niveau. Il tuait pour le sport. Il adorait tuer. Ça lui procurait du plaisir. Le légiste a extrait 26 balles de son corps. En termes d'insensibilité, il est un cran au-dessus. Il a toujours cru avoir un avenir en tant que rappeur. Il écrivait tout le temps. Ses chansons racontaient les meurtres qu'il avait perpétrés. Il pensait que ça ne pouvait pas être une preuve contre lui. Et ça a été son erreur. Les US Marshals et la police de Los Angeles ont créé une unité spéciale chargée de le retrouver. Il faisait alors partie de nos individus les plus recherchés. Les membres du gang m'ont dit « Il sait que vous le cherchez ». Il a pris le large. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Timothy McGee, le monstre d'Atwater Village. Le 4 juillet, dans la périphérie de Los Angeles. C'est un jour de fête et une nuit électrique. À l'est de Los Angeles, les feux d'artifice suscitent l'admiration des foules. Mais au petit matin, en ce jour de l'été 2000, au milieu de la fumée et des explosions, une patrouille de police se rend sur les lieux d'un vol. 2 agents de la police de Los Angeles ont reçu un appel. Une personne s'était fait voler son portefeuille par 3 hommes qui s'étaient enfuis dans une Honda grise. Les policiers ont repéré la voiture des suspects. Ils ont fait demi-tour derrière eux et les ont pris en chasse. Ils roulaient très vite. La Honda ne s'est pas arrêtée et les agents ont alors constaté qu'elle se dirigeait à présent vers Atwater Village. Ce quartier du nord-est d'Hollywood, pittoresque en pleine journée, peut être très dangereux la nuit. C'est un territoire contrôlé par le gang Toonerville. Les voleurs ont attiré les policiers dans le QG de Toonerville. Prévenus qu'une course-poursuite est en cours, les membres du gang viennent aider les suspects en entravant le respect de la loi. Ils ont jeté des appareils électroménagers et des vélos au milieu de la rue pour empêcher les agents d'aller plus loin. La course-poursuite se transforme alors en piège mortel. L'un des individus est sorti de la Honda et a pointé son arme sur les policiers. Un autre avait un Uzi sur la banquette arrière. Et la fusillade a commencé. Les balles sont rentrées dans le véhicule de patrouille comme un couteau dans du beurre. Les officiers de police sont attaqués par des membres du Toonerville. Mais c'est le chef du gang qui tire les ficelles. Timothy McGee est certainement l'individu le plus dangereux que j'ai poursuivi en plus de 20 ans de carrière en tant que procureur. À Atwater Village, il était surnommé Güero, ce qui signifie peau claire, cheveux clairs. C'était un tueur psychopathe de haut niveau. Il était malfaisant, égocentrique, sociopathe. Il a été comparé à Charles Manson.
Mais Charles Manson n'a tué que 7 personnes. Timothy McGee en compte presque le double, et peut-être même plus. Le tueur d'Atwater Village a figuré sur la liste des 15 fugitifs les plus recherchés par les US Marshals. Au plus fort de son règne, les autorités l'ont associé à une douzaine de meurtres et soupçonné d'en avoir commis beaucoup d'autres. Monsieur McGee, contrairement à la plupart des membres de gangs, ne tuait pas juste pour une question de rivalité. Pour lui, c'était un sport. Le nombre de ses victimes le place dans la même catégorie que les tueurs en série. Il aimait tuer. Il adorait sortir la nuit et chasser des êtres humains comme si c'était du gros gibier. Il dira aux autorités et à qui veut l'entendre que ce sang a été versé pour la gloire du gang. Il voulait que son gang soit célèbre et redouté grâce aux fusillades, aux meurtres ou aux vols et autres cambriolages. Tout ce qui mettait le Toonerville sur le devant de la scène l'intéressait. Il couche même ses actes barbares noir sur blanc pour la postérité. Il était si fier de ce qu'il faisait qu'il a écrit des chansons autobiographiques. Il se considérait comme un rappeur. Beaucoup de chansons évoquaient les meurtres qu'il avait perpétrés, mais aussi sa haine pour les forces de l'ordre. Il se comparait à Jesse James et Freddy Krueger. Si le premier a bel et bien existé, le second est un personnage fictif. Véritable icône du cinéma d'horreur révélé dans Les Griffes de la Nuit. Freddy symbolise bien Timothy McGee, un être cruel et sans pitié. Ce qu'il aimait dans ses films, c'était ce penchant commun pour la cruauté. Il voulait devenir le cauchemar des gens, qu'on pense à lui et à ce qu'il pouvait nous faire même dans notre sommeil. C'est comme ça qu'il a régné sur son gang, en inspirant la peur. En juillet 2000, c'est lui qui ordonne au gang Toonerville d'ouvrir le feu sur les policiers de Los Angeles. Si les deux hommes s'en sortent indemnes, d'autres à Atwater Village n'ont pas eu cette chance. Quelques semaines avant cet affrontement avec les forces de l'ordre, le gang a trouvé une cible facile. Il était de sortie avec d'autres membres de son gang. C'était la fin de la nuit et il circulait dans les rues du quartier. Timothy McGee a dit au conducteur d'entrer sur le territoire d'un gang ennemi. Ce gang porte le nom des Rascals. D'après un témoin, Timothy McGee s'est frotté les mains et a dit qu'il se sentait en veine, qu'ils allaient forcément attraper quelqu'un. Le criminel met la main sur un jeune homme, nommé Ryan Gonzalez. Ryan avait 16 ans et faisait partie des Rascals. Mais ce n'était pas un membre actif ou violent. Son intégration à ce groupe relevait plus d'une lubie d'adolescent. Le jeune latino a lui aussi la peau claire. Son seul crime, porter le même surnom qu'un dangereux gangster. Güero. C'était le même surnom que Timothy McGee. Dès qu'il voit le jeune homme, le criminel fait arrêter la voiture. Monsieur McGee a jailli du véhicule. En le voyant, Ryan Gonzalez s'est mis à courir. Mais son poursuivant était armé et il a ouvert le feu. Il n'y avait pas de place pour deux Güeros à Atwater Village.
C'est uniquement pour ça qu'il a exécuté Ryan Gonzalez. Étant donné la nature et le nombre de crimes dont il était suspecté, il a été l'un de nos individus les plus recherchés. Une véritable petite armée avait pour mission de le retrouver. En 1984, Les Griffes de la Nuit sort sur les écrans. Réalisé par Wes Craven, ce film d'horreur terrorise les adolescents du monde entier. Freddy est un personnage fictif démoniaque qui s'invite dans les cauchemars de ses victimes pour les tuer. Et quand elles meurent dans leurs rêves, elles meurent aussi physiquement. Timothy Joseph McGee a 11 ans quand Freddy Krueger devient un mythe cinématographique. Le gamin du sud de la Californie se prend alors à rêver de devenir le Freddy des quartiers est de Los Angeles. Il s'identifiait à Freddy Krueger et voulait être craint comme lui. On pense que quand une personne devient un criminel notoire, c'est qu'elle a eu une enfance absolument horrible. Mais ce n'était pas le cas pour M. McGee. Il a certes manqué d'une autorité paternelle pendant une partie de sa jeunesse, mais il avait néanmoins une famille aimante. Visiblement, à un moment donné, il y a eu un bug. Le futur criminel passe son enfance à Atwater Village, dans la banlieue nord-est de Los Angeles. Il a grandi chez les Toonerville et faisait du skate. Il a le même âge qu'un autre enfant du quartier, Leonardo DiCaprio. Ils ont tous les deux choisi une voie radicalement différente. Pour Timothy McGee, c'était celle de la criminalité, de la violence. Il a choisi de devenir un vrai psychopathe. Moitié mexicain, moitié écossais, l'adolescent est surnommé « Güero », un terme péjoratif parfois utilisé par la communauté hispanique pour désigner une personne à la peau claire. Son père les a abandonnés pour chercher du travail. Il est alors devenu comme un bateau à la dérive. Il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes à l'école, des membres du gang Toonerville. Il a été séduit par ce mode de vie, car ça lui donnait un sentiment de puissance. Il avait l'impression d'exister. Il était plus gringalet que les autres skateurs et se faisait malmener par les jeunes des gangs. Mais en grandissant, il a commencé à se défendre et même à battre ses adversaires. C'est comme ça qu'il s'est fait un nom, en régnant grâce à ses poings. À l'âge de 16 ans, il détestait l'autorité sous toutes ses formes. Il voulait devenir l'un des chefs du Toonerville. Et il a gagné le respect des autres grâce à ses actes de violence. Lui-même brutalisé par des gangs pendant sa jeunesse, il va devenir un cador de la pègre. Ceux qui rejoignent un gang cherchent un sentiment d'appartenance, de confrérie, une direction commune, un esprit de famille qu'ils ne retrouvent pas chez eux. Le quartier d'Atwater Village était contrôlé par le gang Toonerville. C'est là que le groupe s'était formé et qu'il exerçait son pouvoir. En plus de son QG à Atwater, le Toonerville a également infiltré la ville de Glendale, ainsi que les localités de Tauranga et Sunland. Officiellement, le gang s'appelle Toonerville Rifa 13. C'est le nom de l'ancien tramway qui reliait Atwater Village et Glendale. Ce moyen de transport s'était fait connaître dans une bande dessinée populaire baptisée Toonerville Folks. Le Toonerville Rifa 13 est né en 1940. Initialement, il portait le nom de Latin Souls. Puis, il a évolué.
Les matraques et les coups de poing américains ont été remplacés par des pistolets semi-automatiques et des armes d'assaut militaires. Les fondateurs avaient principalement migré de Guadalajara, au Mexique, pour travailler dans les boulangeries industrielles du nord-est de Los Angeles. Mais petit à petit, le Toonerville est passé de l'industrie de la farine à celle de la drogue et des armes. Ils achetaient, vendaient et volaient des armes dont le clan se servait pour des vols à main armée, des fusillades et pour intimider la population. Le principe de base, c'est de protéger la zone dans laquelle ils vendent leur drogue et raquettent les gens. Timothy McGee se sent très vite comme un poisson dans l'eau. Sa première fusillade connue remonte à novembre 1989. Il avait 16 ans. C'est une fusillade classique, en voiture. Il y avait plusieurs personnes réunies dans un jardin. Il est passé devant et a tiré dans le tas avec son fusil à plomb. Un homme est touché au visage, mais il survit. Au terme de l'enquête, la police est arrivée chez lui, à Atwater Village, avec un mandat de perquisition. Et il a avoué les faits. Il est envoyé dans un centre pour délinquants, sorte de prison pour mineurs. Mais malgré son âge, il fait preuve d'une grande violence. L'établissement se trouvait au sud de la Californie, pas loin de sa petite amie, qui était alors enceinte de lui. Là-bas, Timothy McGee a attaqué un gardien. Il devait apparemment être transféré en bus vers un autre centre, plus éloigné. Et il s'est dit qu'en agressant un gardien, ça retarderait son transfert. Il l'a alors frappé par surprise, avant de lui asséner des coups de pied, jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Plus tard, quand les autorités l'ont informé que ça ne changerait pas son transfert, il a dit « La prochaine fois, je le planterai ». Relâché quelques mois plus tard, et malgré la naissance de son premier enfant, il ne tarde pas à commettre son premier crime en tant qu'adulte. Il a agressé un policier de San Bernardino et a reçu une peine de 4 ans de prison pour cet acte. Timothy McGee est libéré en 1997. Le gang Toonerville l'accueille en lui proposant de devenir commanditaire, un rôle taillé pour lui. Il adorait les tatouages. Il a fait écrire entre ses omoplates le mot Toonerville et les mots Atwater Village sur la poitrine. C'est là que Timothy McGee est devenu le monstre d'Atwater Village. Dès sa libération, il commence à répandre la peur et à terroriser la population. Il est entré sur les terres ennemies pour chercher un homme qu'il a défié, comme on le fait généralement dans les gangs, en lui disant « D'où tu viens ?» Dans le monde des gangs, quand vous entendez cette phrase, c'est que ça va certainement mal tourner. En octobre de la même année, un homme d'un gang rival lui aurait crié dessus à Atwater Village, au nord-est de Los Angeles. Monsieur McGee l'a coursé jusque dans un jardin, avant de le frapper avec une barre anti-vol. C'était le 12 octobre. 2 jours plus tard, il pénètre en territoire ennemi avec une idée en tête. Dans le quartier de Frogtown, il a localisé un certain Ronnie Martin. Cette personne faisait partie du gang de Frogtown, comme le prouvaient l'énorme tatouage qu'il avait sur le ventre. Monsieur McGee et ses hommes l'ont abordé devant un centre de loisirs. Logiquement, Ronnie Martin leur a soutenu qu'il ne faisait partie d'aucun gang. Mais ses agresseurs lui ont alors soulevé le t-shirt pour vérifier ses tatouages.
Timothy McGee l'a alors exécuté à sa façon, sans remords, sans pitié et avec une cruauté extrême. Le légiste a extrait 26 balles de son corps. Le mot acharnement est encore trop faible. À ce moment-là, Timothy McGee était le chef, le commanditaire du gang Toonerville. Dans leur hiérarchie, il n'y a pas de règle précise pour gravir les échelons, si ce n'est par la réputation, par une propension à la violence et par la capacité à défendre leur quartier. Et visiblement, Timothy McGee a très rapidement excellé dans ce domaine. Il contrôle une armée d'environ 200 hommes sur un territoire qui englobe plusieurs quartiers de Los Angeles. Il instaure une discipline martiale à base d'exercices paramilitaires, d'entretien physique et d'entraînement au tir. En se faisant craindre par ses troupes, il les incitait à gagner plus d'argent, à vendre leur drogue, mais aussi des armes, et à faire connaître le gang. Le gang Toonerville s'enrichissait grâce au trafic de drogue locale. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de gangs. Ils trouvent une source capable de vendre la cocaïne en gros. À cette époque, le crack était très demandé. Tout le monde voulait en acheter. Ils achètent la drogue en grande quantité, la coupent avec d'autres substances, et quand elle est prête à être distribuée dans la rue, ils la revendent avec bénéfice. Mais le patron n'intervient pas lui-même dans ces transactions. Sans raison apparente, en tout cas pour la police, il préfère se concentrer sur sa carrière de tueur en série. Octobre 1999. Dwayne Dupree était le garde du corps du rappeur Kurupt, qui était en enregistrement au studio Echo Sound à Atwater Village. Alors qu'il discutait avec des amis sur le parking, deux hommes sont arrivés sans rien dire et ont ouvert le feu. Dwayne Dupree est tué et deux autres personnes blessées. Le monstre d'Atwater Village correspond à la description des témoins et devient le suspect numéro 1. Timothy McGee a toujours cru avoir un avenir en tant que rappeur. Il écrivait des textes tout le temps. Et très souvent, les paroles de ses chansons décrivaient les meurtres qu'il avait commis et sa vie dans un gang. Il a écrit « Je suis le chasseur et toi la proie. Quand les balles voleront, ça te laissera sans voix. » Puis, le voilà, je sors mon pétard et je fonce sur lui plus vite qu'un guépard. Je suis à l'affût. Gare à vous les rappeurs crépus. Pour lui, c'était un sport. Les autorités le soupçonnent d'avoir tué un garçon de 16 ans en juin 2000. Uniquement parce qu'il avait le même surnom. Quelques semaines plus tard, il ordonne à ses hommes de s'occuper d'une voiture de police qui pourchasse 3 hommes soupçonnés de vol. Il avait un balayeur d'ondes. Ce n'était pas encore l'ère du numérique et on pouvait à l'époque capter les fréquences de la police. Monsieur McGee a entendu à la radio que 3 membres de son clan étaient poursuivis et qu'apparemment, les policiers allaient tomber dans la gueule du loup, pour ainsi dire. C'est Timothy McGee qui leur avait dit de conduire vers leur QG pour qu'ils puissent leur tendre un piège. Les membres du gang communiquaient par radio et certains d'entre eux, postés à un point stratégique, étaient même armés. Ils ont placé une vieille machine à laver en plein milieu du carrefour et un autre homme attendait dans l'ombre avec un vélo. Les véhicules arrivent au niveau d'un ralentisseur. L'homme tapi dans l'ombre a jeté son vélo devant la voiture de police qui a fait une embardée pour l'éviter. C'est là que les coups de feu ont commencé. La voiture de patrouille percute celle des suspects, qui se retrouvent coincés contre une clôture métallique.
Heureusement, aucun des officiers n'a été blessé. D'autres policiers sont arrivés sur place. Ils ont interpellé les 3 membres de Toonerville, pendant que M. McGee traversait tranquillement la rue jusqu'à un immeuble résidentiel. Les 3 membres du gang sont jugés et condamnés pour tentative de meurtre. Tous refusent de plaider coupable et de dénoncer leur chef. Aucun d'entre eux n'a parlé, parce qu'ils avaient peur de lui. Ils ont écopé de la perpétuité. Je ne sais pas pourquoi Timothy McGee a visé ces 2 agents. Mais une chose est sûre, il a toujours nourri une haine viscérale pour les autorités, quelles qu'elles soient. Le monstre d'Atwater Village ne semble respecter aucune vie humaine. Quelques mois plus tard, il assassine un autre garçon, sans raison apparente. Ce garçon, à la fois jeune et innocent, baignait près du fleuve Los Angeles. Marty Roybal avait 17 ans et il était sur les terres du Toonerville. Il s'est approché de lui et lui a tiré dans la tête. Puis il a repéré un sans-abri non loin de là. Il a supposé que cet homme avait assisté à la scène. Considérant que c'était un possible témoin, il l'a tué aussi. Après avoir abattu le sans-abri, il s'est tourné vers ses amis et leur a dit froidement qu'il avait faim et qu'il voulait manger un morceau. En termes d'insensibilité, il est un cran au-dessus des autres criminels. En 1969, 2 ans après l'été de l'amour, la Manson Family choque le monde entier avec une série de meurtres perpétrés dans le sud de la Californie. Charles Manson et sa communauté seront reconnus coupables d'avoir tué 9 personnes en 5 semaines. Charles Manson a inspiré des films, des séries télévisées et des livres, alors qu'il a fait moins de victimes que Timothy McGee. Étrangement, le monstre d'Atwater Village a grandi à moins de 20 km de la scène de crime la plus connue de la famille Manson. Le meurtre de l'actrice Sharon Tate. 32 ans plus tard, Timothy McGee entame sa propre épopée sanglante. Conduire sur le territoire d'un gang rival n'est pas inhabituel. Mais pour Timothy McGee, c'était un sport. Il adorait tuer, ça lui procurait du plaisir. La vague de violence qui a débuté en 2001 va encore s'intensifier. Les crimes visaient surtout à faire peur, comme pour les cambriolages et surtout les fusillades en voiture. Durant cette période, il s'est rendu un jour en territoire ennemi et il a tué la première personne qu'il a vue. En l'occurrence, une mère de 2 enfants qui n'avait rien à voir avec les gangs. Une autre fois, dans son quartier, il a vu quelqu'un qu'il a accusé de voler des dealers locaux. Finalement, il a ordonné aux hommes qui étaient avec lui de tuer cette personne, uniquement parce qu'elle n'avait rien à faire sur ces terres. Il y a eu aussi l'affaire Wisotsky. Sherry Wisotsky est une voisine des McGee. Avec sa mère de 64 ans, elles sont abattues pour avoir été trop droites. Elles informaient la police sur les agissements de Tanya McGee, la sœur de Timothy. Elles avaient notamment parlé d'un trafic de drogue qui avait lieu dans la rue. Les autorités soupçonnent le monstre d'Atwater d'avoir tué la mère et la fille, ainsi qu'un voisin, susceptible d'avoir assisté au meurtre. Pendant que la police enquête sur le triple homicide, Timothy McGee récidive. Mais le mois de novembre 2001
va sonner le début de la fin pour le tueur en série qui n'a pas encore fini de semer la mort au sein de sa propre communauté. Le 9 novembre 2001, M. McGee et un ami poursuivaient un SUV dans lequel se trouvaient ses futures victimes. Marjorie Mendoza ne faisait pas partie d'un gang. C'est peut-être son petit ami, membre présumé d'un gang rival, que Timothy McGee a reconnu. Ce dernier a jailli de sa voiture. Et il a ouvert le feu. Au moins 28 impacts de balles ont été recensés sur la carrosserie. L'homme a été touché à la main. Mademoiselle Mendoza est morte. Et la fille à l'arrière n'a rien eu. Il y a eu un témoin. Après la fusillade, cette femme a entendu une voix masculine depuis sa maison. L'homme a dit une phrase du type « J'ai dû le faire tomber par ici ». Mais comme la police arrivait, la voiture est partie en trombe. Ça a été son erreur, faire tomber le portable de son ami. Monsieur McGee avait une amie, Christina Duran. Ce jour-là, il lui a dit « J'ai besoin que tu ailles sur les lieux du crime. » Elle s'est donc rendue sur place, mais ses recherches n'ont rien donné. En revanche, la police a remarqué sa présence. Les inspecteurs ont compris que c'était peut-être un témoin et ils l'ont interrogé. C'était effrayant. Après des années de violence et de meurtre, les autorités d'Atwater Village ont enfin un témoin coopératif. Christina Duran va avoir 29 ans, seulement 2 jours après l'interrogatoire. On lui a conseillé de rester à l'écart de M. McGee. Malheureusement, sa propre fête d'anniversaire était déjà prévue. Elle s'est peut-être dit que son absence éveillerait les soupçons. Et là, Timothy McGee arrive et lui tire 5 balles dans la tête. Une exécution. Façon Timothy McGee. Il ignorait peut-être qu'elle avait parlé à la police, mais ce qu'il savait, c'est qu'elle n'avait pas trouvé le téléphone. Et rien que pour ça, elle ne méritait pas de vivre à ses yeux. Les inspecteurs nous ont dit « Allons-y, on a un mandat contre lui ». Mais il s'était envolé. Après avoir tué son ami, il part en cavale. Il a alors fait la une dans tout le pays. Les membres du gang m'ont dit « Il sait que vous le cherchez ». Il a pris le large. En 2002, après une série de meurtres perpétrés dans le sud de la Californie, Timothy McGee intègre la liste des 15 fugitifs les plus recherchés par les US Marshals. Ce sont les cas gérés en priorité par l'agence. Ces fugitifs sont recherchés dans tout le pays et il a été pendant un temps l'un de nos individus les plus recherchés. Le commanditaire et chef du gang Toonerville est soupçonné d'avoir tué une douzaine de personnes, dont certaines sans mobile apparent. Il tuait pour le sport. Le chasseur devient la proie. Les US Marshals
La police de Los Angeles et les autres services de police ont créé une unité spéciale chargée de le retrouver. Pendant 5 mois, on n'a fait que ça. Une quarantaine d'enquêteurs collaboraient afin de localiser et arrêter M. McGee. Après la diffusion d'un reportage d'investigation, on a reçu un appel anonyme d'une personne qui pensait que notre fugitif se trouvait à Bullhead City, en Arizona. Deux heures plus tard, on était dans l'avion avec des marshals et des agents du FBI. L'information les mène à un immeuble d'appartements. Ils ont vu un homme qui ressemblait au suspect, mais il faisait trop sombre pour en être sûr. Il s'était laissé pousser les cheveux et la barbe pour essayer de passer inaperçu. Ils l'ont suivi jusqu'à un grand mobil-home, pas très loin de là. Et 20 heures plus tard, il en est ressorti avec une femme. Ils sont montés dans une voiture. Le monstre d'Atwater Village pense faire l'objet d'une banale vérification de papier. Mais il se trompe. Il y avait un bataillon de policiers et d'agents fédéraux. Il pouvait très bien avoir des amis à proximité. On était donc sur nos gardes. Face à toutes ces armes, M. McGee a bien fait de se rendre. Il n'était pas ravi. Dans la voiture qui le conduisait en prison, je lui ai demandé son identité. Il m'a répondu par des insultes. Alors j'ai su que c'était bien lui. Une perquisition à son domicile permet aux autorités de trouver des preuves. On a mis la main sur un carnet de notes. Des textes de rap écrits par M. McGee ont été découverts juste après son arrestation. Beaucoup de chansons évoquaient les meurtres qu'il avait perpétrés, mais aussi sa haine pour les forces de l'ordre. Il pensait que ça ne pouvait pas être une preuve contre lui, car il avait écrit sur la couverture « Ce carnet ne reflète pas la réalité ». Mais le fait d'écrire ça, c'était se trahir lui-même. Timothy McGee est immédiatement transféré en Californie, où il est inculpé pour 9 meurtres. En attendant son procès, il est incarcéré dans la prison du comté de Los Angeles. Il a été placé dans l'une des unités les plus sécurisées de la prison. Et lors de sa détention, il a dirigé une émeute. Il était devenu le chef de son bloc. Les médias l'avaient rendu célèbre et il était costaud. Je pense qu'il s'est imposé de la même façon qu'avek le gang Toonerville. Il a crié aux autres détenus d'attaquer les gardiens, de leur jeter des objets. Il leur a même dit de casser des lavabos de leurs cellules et d'utiliser les éclats de porcelaine pour en faire des armes artisanales. Ils ont jeté de gros morceaux de porcelaine aux arêtes tranchantes sur les gardiens. Il faudra 9 heures aux forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Timothy McGee est inculpé pour incitation au trouble, mais c'est le cadet de ses soucis juridiques. En septembre 2007, débute son procès pour meurtre. Initialement, il devait répondre de 9 homicides. Mais 6 des chefs d'accusation ont été abandonnés. Certes, on avait des témoins. Mais dans une affaire de meurtre liée au gang, les témoins ne sont pas vraiment des enfants de cœur. La défense a donc cherché à décrédibiliser ceux qui avaient des antécédents criminels.
Beaucoup de témoins ont refusé de dénoncer l'accusé parce qu'ils avaient peur de lui et parce qu'ils savaient qu'il fallait être suicidaire pour trahir cet homme-là. L'accusation préfère se concentrer sur les affaires les plus marquantes, en sachant que si l'accusé est reconnu coupable de plusieurs homicides, qu'il y en ait 3 ou 9, l'issue sera la même. Il risquait la peine de mort. Dans ce type d'affaires, le procès porte parfois uniquement sur la sentence, tellement les preuves sont accablantes pour l'accusé. Il y a des témoins, les survivants de plusieurs fusillades en voiture, mais aussi des policiers qui ont survécu à l'embuscade du Toonerville. Et surtout, le procureur expose les propres mots de l'accusé. L'un de ces carnets, qui contenait des textes de rap, est devenu une source de preuves cruciale pour plusieurs crimes. J'arrive comme un fou, prends tes jambes à ton cou. Armé pour tuer, je prends mon pied. Dans mes nuits, j'entends des cris. Je kiffe ça, comme c'est pas permis. Il décrivait les meurtres qu'il avait commis avec des détails que seul le tireur ou les personnes présentes à ce moment-là pouvaient connaître. Le procès ne dure que 3 semaines. Le jury revient après une semaine de délibération. Le 25 octobre 2007, Timothy Joseph McGee est déclaré coupable de 3 meurtres et 4 tentatives de meurtre. Je doute que M. McGee ait montré la moindre émotion. S'il y a bien une chose que cet homme sait maîtriser, ce sont ses nerfs. Mais les jurés ne sont pas d'accord sur la peine à infliger au monstre d'Atwater Village. En Californie, la phase de condamnation est dissociée du reste. On dit au jury, maintenant que vous l'avez reconnu coupable, préconisez-vous la mort ou la perpétuité? Comme 2 jurés sur 12 s'opposent à la peine de mort, l'accusation choisit de rejuger la phase de condamnation. 6 mois plus tard, la décision est unanime. Quand le juge a prononcé la sentence, Timothy McGee a souri. Même la condamnation à mort ne l'a pas fait sourciller. Timothy Joseph McGee attend son exécution dans la prison d'État de San Quentin, au nord de San Francisco. Il ne s'est pas fait discret pour autant. En 2012, dans les douches sécurisées où les détenus se lavent individuellement, au moment où les 2 gardiens de prison ont ouvert la porte, il les a attaqués et blessés avec un surin, un couteau artisanal dans le jargon carcéral. Il ne reverra jamais le jour. Mais les habitants d'Atwater n'attendent qu'une seule chose, qu'il soit exécuté le plus tôt possible.